Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode de La Feuille de Service. Je m'appelle Alix de Zomer, je suis réalisatrice et assistante mise en scène et je suis aussi la créatrice de ce podcast. Pour cet épisode inaugural, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Maxime Allard, machiniste, qui nous parlera de son parcours et de son métier. Et on va aussi discuter de l'industrie du cinéma d'aujourd'hui, de James Cameron, de Fast and Furious, de James Cameron, des vieux films et des films cultes, et aussi de James Cameron, j'avais pas précisé. Bonne écoute. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast qui j'espère plaira aux gens qui l'écoutent et qui te plaira à toi aussi. J'espère que l'expérience sera j'ai trop hâte. intéressante. Tu vas nous parler toi de ton métier qui est machiniste, machino comme on dit. Machiniste de prise de vue. Oh là 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 là. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases ? Je m'appelle Maxime, je viens de Toulouse, ça fait 8 ans maintenant que je suis à Paris, que je suis monté pour bosser dans le cinéma. Et j'ai commencé par 5 ans de régie, et là ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je fais de la machinerie. Et sur quel type de production tu travailles ? Est-ce que c'est des clips, des séries, de la fiction J'ai pas de... Enfin, globalement, quand on fait tous les métiers du cinéma, en général on bosse sur tout, pub, télé, clip, cinéma. Après, ce qui va faire que tu bosses plus dans un domaine que dans l'autre, ça va être déjà tes goûts. Si par exemple tu veux pas du tout faire de pub, ça t'intéresse pas, que tu veux faire que de la fiction. Et aussi une histoire de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai des copains qui font que de la fiction parce qu'ils n'ont pas de réseau dans la publicité ou inversement. Moi j'ai réussi, c'est un peu du hasard aussi bien sûr, mais à avoir du réseau un peu dans les deux. Donc je fais autant de la pub que de la fiction et ça me va très bien. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à faire le métier que tu fais, vu que tu faisais pas machiniste avant ? Et ça fait pas si longtemps que ça finalement que tu es un peu dans ce métier-là en particulier. Avant, tu faisais autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Mon parcours depuis le début, Bah oui, allez. qui est un peu long, mais c'est pas grave. moi assez tôt j'ai voulu bosser dans le cinéma. Je voulais faire une école de cinéma comme beaucoup, dans une école publique. Sauf que les écoles publiques, il y en avait, à cette époque-là, il n'y en avait que 4 en France. Je crois que ça s'est un peu dévié, il y en a peut-être 2 de plus maintenant. Je suis arrivé à une époque où le cinéma commençait à devenir beaucoup plus accessible. En tout cas, on se rendait compte que c'était plus accessible. Donc beaucoup de candidats, très peu de places. J'ai pas eu ces concours-là. École privée trop chère. Des écoles privées, il y en a plein. C'est 10 000 € l'année, sur 3 ans, si tu veux, jusqu'au diplôme. J'avais pas du tout les moyens et je voulais pas m'endetter et faire un prêt pour aller là-dedans. Et puis mes parents ne voulaient pas, n'avaient pas forcément rien tout ça. Et donc je suis monté à Paris en me disant, je vais à l'ancienne, quoi. Je vais rentrer, je vais aller démarcher des gens, discuter, vu que je suis quelqu'un de très sociable. Et j'avais fait beaucoup de jobs étudiants, des métiers alimentaires, disons, qui me plaisaient pas forcément, mais qui n'étaient pas affreux et qui payaient pas si mal. Où je me suis dit, vas-y, je fonce, je vais à Paris, je tente, et puis si ça marche pas, je reviendrai à Toulouse et je ferai ces métiers-là, tant pis, quoi. C'était quoi que tu faisais, par exemple ? J'étais vendeur à Castorama, j'ai fait de la restauration, j'ai fait éboueur. Et donc, du coup, je suis monté à Paris et j'étais allé à la Cité du Cinéma parce qu'il y a plein de boîtes de prod, en plus des studios là-bas, à l'époque. Ça a un peu changé maintenant, mais... Et je travaillais en fait sur l'exposition Harry Potter, j'étais hôte d'accueil. Et en fait, le fait de bosser directement dans les studios et près des boîtes de production, ça permettait de rencontrer des gens, soit des producteurs qui venaient, parce qu'il y avait une petite cantine où ils venaient 2 fois manger là-bas, ils connaissaient les gens de l'expo, donc tu rencontrais des gens, tu discutais, et puis de fil en aiguille, j'ai sympathisé avec des gens où je leur expliquais mon projet de vie, ce que je voulais faire, et qui m'ont mis sur des tournages de clips. Alors pas rémunéré, tu vois, mais moi ça m'a permis de mettre un pied à l'étrier, de voir ce que c'était un plateau de tournage, de comprendre ce que c'était un métier. Je me souviendrai toujours de mon premier jour où on m'a dit, tel jour tu feras tel métier, donc régisseur, tu viens tel jour à telle heure. Et puis moi j'arrive les mains dans les poches en me disant, je suis prêt à faire. Et le réal qui fait moi, il me fait, parce que du coup c'était un petit réal, petit clip, donc du coup tout le monde mettait la main à la pâte. Et qui me dit, t'as la Bible, t'as la feuille de service, t'as ci, t'as ça, t'as fait ci. J'étais non, j'ai pas tout ça. Il fait, on peut pas travailler du coup. Non, mais c'est pas toi de faire la feuille de service. Oui, non, mais est-ce que je l'avais sur moi pour savoir quelle séquence on faisait, à quel moment, tout ça. Ouais. Et moi, j'avais rien, j'avais pas de stylo, j'avais pas de carnet, j'avais pas de... J'étais là, non, j'ai pas tout ça. Et donc du coup, voilà, vraiment direct, il m'a mis le nez dedans et ça m'a permis de comprendre ce que c'était un tournage et comment ça fonctionnait. Et sur ce film-là, ça s'est bien passé avec la régisseuse générale qui m'a mis sur un autre projet. Et là, j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont mis sur d'autres projets. Et très rapidement, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient étudiants dans les écoles de cinéma, qu'elles soient publiques ou privées, et qui faisaient leurs films d'études, soit de fin d'études, soit de fin d'année.
et qui avait besoin de régisseurs. Et moi, j'avais réussi à me faire un petit nom dans ce milieu-là parce que la régie dans les écoles de cinéma, c'est faire à bouffer. En gros, tu fais le repas du midi et tu t'aides un peu, tu vas faire des courses ici ou là s'il y a besoin, mais rien de plus. Là où le métier de régisseur professionnellement, enfin, le métier de régisseur professionnel va faire des autorisations de tournage, va gérer beaucoup de choses autour du tournage et pas juste s'occuper de la bouffe. Ouais. Et quand tu es étudiant en école de cinéma, que tu payes 10 000 € l'année, tu veux pas faire des salades de pâtes. Bah non. Tu veux toucher la caméra, tu veux poser des lumières, tu veux... Et donc du coup, bah, ça arrangeait bien tout le monde qu'un petit gars veuille bien faire tout ça. Vous voulez bien faire des salades de pâtes. Ouais, Donc c'était tu as moi. des recettes incroyables de salades de Ouais, pâtes. bah, j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite, mais j'ai eu une époque où j'en faisais pas mal. Je comptais plus mes heures. J'avais des grandes marmites à la maison, je faisais des kilos et des kilos de pâtes. Et donc voilà, donc pendant 8 mois, 8-9 mois, j'ai fait que ça. Donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens, mais j'avais pas le sentiment de bosser dans le cinéma. Puis t'étais pas payé surtout ces J'étais pas trucs-là. payé, donc ouais, j'étais inscrit à la fac pour avoir les bourses et avoir un peu d'aide financière. Mes parents m'aidaient de leur côté, mais c'était compliqué. Et je commençais un peu à baisser les bras, à me dire bon, ben, c'est marrant, tu fais des tournages, mais tu fais de la bouffe, quoi. Alors, rien contre la bouffe, hein, les cuisiniers, tout ça, c'est super. Et en vrai, les cantines de cinéma, c'est trop cool. Je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire aussi. Mais c'est pareil, c'est des gens qui sont équipés, qui ont des camions, qui ont du matériel, qui font de vraies belles choses et qui sont pas avec les moyens du bord à faire de la bouffe un peu naze, quoi. Et donc du coup, je m'étais dit, bah, je vais peut-être arrêter là parce qu'en fait, ça marche pas, j'y arrive pas. Et au moment où j'allais vraiment abandonner, me dire, bon, bah, je vais rentrer à la maison parce que c'est trop compliqué, on m'a appelé sur un film. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est plein de gens qui me connaissaient, que j'avais rencontrés, qu'en discutant, il y a une personne que j'avais rencontrée s'est retrouvée sur ce film-là en tant que stagiaire. Et le prod cherchait un régisseur pour ce film-là. Et vu que c'était un film hors annexe, donc très mal payé, enfin, Ok, oui, très mal payé, Tu peux expliquer 2 secondes c'est quoi hors annexe? Ça veut dire quoi? Ouais, en fait, dans le cinéma, il y a des conventions. Et donc, il y a la convention USPA qui est pour la série, la télé. Et puis, il y a Annexe 3, Annexe 2, Annexe 1. Et en fait, c'est des... Comment expliquer ça? Selon le budget du film, tu peux prétendre à un certain salaire en fonction de ton poste. Mhm. Et donc, un film qui est Annexe 3, par exemple, qui a moins de budget qu'un Annexe 1, te payera moins. Et donc, du coup, puis il y a des films qu'on dit hors annexe. Je sais pas si c'est. Enfin, si, légal, si, je pense que si, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un peu. Tu t'arranges avec la prod, en fait, sur plein de choses. Et là, en l'occurrence, j'étais pas payé un tarif qui est dans la convention collective et qui est le minimum syndical, tout ça. Mais bon, quand tu débutes et que t'as pas d'argent et qu'on te propose Puis d'être tu sais pas payé. trop vraiment Et exactement comment surtout ça que se je savais passe. pas ce que c'était une convention, Voilà, je savais c'est pas ça. comment ça marchait. Moi, on me dit, ça te dit de faire un film et tu vas être payé. Je dis, ah bah oui, ça Bah fait un an que ouais. je fais des films et que je suis pas payé, donc évidemment que je suis chaud. Et donc je me suis retrouvé sur ce film-là, qui est le film Hostile de Mathieu Turi. Et c'est un film de genre qui s'est tourné dans 3 pays. Et donc moi, je devais être régisseur général sur la partie France. Alors j'étais régisseur général, c'était vraiment mon poste, j'étais chef de poste et je gérais une équipe de 3 personnes. Mais comment dire, c'était très simple parce que la prod avait déjà mâché la moitié du travail et que finalement, je faisais un peu ce que je faisais sur un film étudiant dans la logistique, en un peu plus poussé, parce que la prod avait déjà mâché le travail et puis parce que le budget ne permettait pas de faire des folies. Donc c'était quand même relativement simple. C'est-à-dire qu'à cette même époque, j'avais 21 ans à ce moment-là, j'allais sur mes 22, on m'aurait proposé poste de directeur général, mais sur un long métrage qui est dans la convention, qui est annexé, qui est très bien produit, j'aurais fait couler le film, parce que j'avais pas les connaissances pour. Mais là, pour ce film-là, vu que j'étais très bien guidé par les producteurs, etc., ça s'est bien passé. Et donc j'ai fait mon premier film payé, premier long métrage, premier film qui est sorti au cinéma. Et ça, c'était au bout Incroyable. de combien de temps? Au bout de 1 an. Au bout d'1 an. Ça faisait 1 an que je faisais du bénévolat, ouais. Ça fait plaisir. Oui, de fou. Et donc là, ça a très bien marché. Derrière, sur mon CV, bah, tu mets régisseur général long métrage. Ouais, Bon, ça- tout le monde est là un peu. Ouais, c'était pas un vrai film. Si, c'était un vrai film. Bon, c'était plus facile que sur d'autres films, mais c'était un vrai film. Et bon, bref, ça m'a permis de prouver aux gens, à tous les régisseurs généraux qui bossaient à Paris, que bah, j'étais capable, que je savais faire, que je connaissais les plateaux, que j'avais fait de la fiction. Et donc, après, petit à petit, on m'a appelé. Et donc, j'ai fait mon petit réseau de régisseurs. Et donc, j'ai fait de la régie pendant 5 ans. J'étais passé, au bout de 3 ans, là, j'étais vraiment passé devenu régisseur général. Donc là, j'étais chef de poste sur de la pub, sur de la fiction, sur de la série, sur plein de choses. Et donc j'avais mes équipes. J'ai une période, quand je suis passé chef, j'ai une grande période où j'ai fait beaucoup de web. Donc Golden Moustache, Studio Bagel, et oui, et Webedia. Donc avec tous les youtubeurs, McFly, Carlitos, Squeezie et compagnie. Longtemps j'ai fait ça et puis j'ai voulu changer pour plein de raisons, notamment financières. Parce que la régie, c'est le métier qui paye le moins bien. Alors ça paye très bien, hein. C'est compliqué, en fait, ça dépend je pense, du milieu social dans lequel tu viens. Moi,
J'ai grandi avec des parents qui touchaient le SMIC. Bon, j'ai pas été malheureux, j'ai eu tout ce que je voulais, mais t'arrives régisseur, même si tu fais beaucoup d'heures, tu gagnes plus que ce que tes parents gagnaient à la même époque. Tu te dis, bah c'est super, je gagne très bien ma vie. Je pense que c'est des. Ouais, ouais. Chacun aura son avis là-dessus, mais tu gagnes bien ta vie. Tu fais beaucoup d'heures par contre. Tu peux vivre correctement, Oui, quoi. En oui, gros, oui. c'est ça. Surtout à Paris, moi je vivais très bien. J'avais mon appart, je payais mon loyer, je sortais, je me restreignais pas et ça se passait bien, quoi. Et donc du coup, voilà, et donc pour des raisons financières, parce que les autres métiers, notamment machinerie, ça paye beaucoup mieux, tu fais moins d'heures, c'est beaucoup plus encadré. Et on est syndiqué, il y a une convention, tout ça, donc c'est beaucoup plus. Ouais, tu te fais moins arnaquer et c'est plus difficile d'entrer parce que la régie, ça demande quand même des connaissances. Enfin, je parlerai avec un régisseur sur ce podcast, il t'expliquera plus en détail, mais ça demande beaucoup de volonté et un peu de connaissances, alors que les autres métiers demandent beaucoup de volonté et beaucoup de connaissances. Et donc du coup, entre guillemets, tout le monde peut faire de la régie, s'il met de la bonne volonté et qu'il Ça, s'investit. c'est un peu le poste sur lequel les gens commencent quand C'est ils ça. sont pas du tout Alors comme toi, qu'un quoi. autre métier, ça demande quand même des compétences et des connaissances plus approfondies. Donc tu peux pas prendre un mec dans la rue et lui dire bah, viens faire de la machinerie, il va te dire c'est mignon, comment ça marche. Alors que dans la régie, tu peux dire viens faire de la régie, écoute, il faut que tu fasses ça, c'est très simple. Et il faut lui expliquer, mais ce que tu vas lui demander de faire, il va pouvoir le faire de suite. Alors Ouais. qu'en machinerie, si tu lui dis de faire un truc, il va falloir lui expliquer, lui montrer comment fonctionne chaque outil, c'est des outils très spécifiques pour qu'il puisse le faire. Donc c'est plus technique. Après, ce qui est cool dans la régie aussi, c'est que tu as pu vraiment observer les corps de métier, Ah oui, voir un peu complètement. ce qu'ils faisaient et apprendre. Ah oui, et bah, puis en sur plus le tu tas, vas quoi. souvent chez le loueur, donc tu pourrais changer du matériel, en récupérer, donc tu touches, tu commences à apprendre les noms, tu sais à quoi ça sert, pourquoi c'est là, donc oui, tu apprends plein de choses. La régie, c'est hyper formateur. C'est un peu l'école militaire, mais ça t'apprend vraiment des valeurs, une façon de travailler très rigoureuse, qui est très importante sur plein de choses, autant dans ce métier-là que dans la vie. Et donc du coup, voilà, j'ai eu envie de changer, de faire de la machinerie. Et le Covid est arrivé, ça a été un peu une chance pour moi parce que ça a foutu un peu le bordel dans le monde du cinéma et de la production audiovisuelle, qui a fait qu'on s'est retrouvé à la fin de l'année 2020 avec une pénurie de techniciens, parce qu'il y avait trop de tournages en cours. Entre les tournages retardés, les tournages annulés et les tournages qui étaient prévus à cette date-là, ça a foutu un énorme bordel. Ah, je me rappelle, il y avait toute une histoire comme quoi les loueurs, ils étaient vides. Oui. Tous les loueurs étaient vides parce que tout le matos était affreux. sorti. Ah ouais, ça faisait de la sous-log de n'importe où, c'était n'importe quoi. Mais bon, ça a fait que j'ai un chef machiniste, qui est aujourd'hui mon chef attitré de la vie, mais un chef machiniste qui était avec un ami à moi, Machino. Ils étaient à deux sur un long métrage, et ils avaient besoin d'une troisième personne. Et tous deux, ils avaient leur réseau épuisé parce que tous leurs amis, enfin leurs collègues machinaux étaient pris. Et du coup, ce chef a dit à mon pote, si tu connais un jeune qui sort d'école ou quoi, qui va apprendre, et même s'il ne connaît rien, tant pis on le formera, mais il nous faut un gars. Et donc du coup, il dit si je connais, donc il m'a appelé. Et toi, ça faisait déjà un petit moment que tu t'intéressais aussi à faire ce faisait, métier-là. Ça faisait plus d'un an que je voulais faire de la machinerie et que j'avais touché un peu, que j'avais fait de la machinerie sur du clip ou du court-métrage. Donc j'avais touché le matériel, mais en fait, vu que c'est 3-4 jours ici, puis tu fais rien pendant 6 mois, puis 3-4 jours par là, il y a ce truc un peu de. Tu sais, t'oublies ce que t'as appris. Déjà, t'apprends pas beaucoup parce que c'est 2-3 jours. Et en plus, c'était tellement bref et t'as mis tellement de temps avant de t'y remettre que t'as oublié. Là, faire un long métrage, c'était 8 semaines où tous les jours, machinerie dans le front et go, go, go. Donc, j'en ai chié parce que vraiment, c'est apprendre un métier sur le tas comme ça. Et c'est ce que je disais quand j'expliquais la différence entre régisseur et machinot. C'est que je suis arrivé hyper confiant en me disant les plateaux de cinéma, je connais. J'ai été chef de poste. Ça va être de la rigolade. Enfin, j'ai juste besoin d'avoir. Enfin, il faut juste que j'apprenne le nom de chaque outil et puis ça roule. Et en fait, non, c'est des attitudes très différentes sur un plateau. Parce qu'en plus, même en régie, t'es pas sur le plateau. Enfin, il y a le régisseur de plateau, mais t'es quand même autour, ton cadre en tournage. Là, t'es vraiment au milieu des acteurs, de la caméra, de la lumière. Partout où je me mettais, je gênais. Soit j'étais dans la lumière, soit j'étais dans la caméra, soit je gênais le passage. Enfin, c'était un enfer. Tu dois être à l'affût de tout ce qui se passe autour de toi. Et parce que le métier fait que si un électricien sort un cadre, il faut que toi, tu récupères une gueuse pour mettre sur le pied pour... Pose une gueuse, c'est un sac de sable. Un sac de sable pour empêcher les choses de tomber. En gros, ils mettent un cadre qui va faire 2 mètres par 2 mètres sur un pied. Et toi, tu mets du poids sur la base du pied pour éviter que ce cadre prenne le vent et se renverse. Et ça, c'est rarement un électricien qui te fait coup. Hé Maxime, je vais mettre un cadre, il faut mettre une gueuse. Il attend de toi que tu le fasses toi, tu as une automatiquement, vision périphérique et tu vois un cadre qui bouge sur le côté, tu regardes, tu vois qu'il va sortir, tac, tu vas chercher tes gueuses, tu poses. Et sauf que ça, c'est pas un réflexe que tu as initialement. Et ça, comme plein d'autres choses, c'est un exemple parmi des milliers. Et ce truc de moi, j'étais toujours à contre-temps. C'est-à-dire que je regardais autour de moi, je voyais rien de particulier.
Et puis il y a toujours mon collègue ou mon chef qui disait bah, Maxime là. J'étais ah putain, donc du coup c'était mon collègue qui le faisait à ma place. Et en fait, moi je courais, mais je faisais rien. Juste, Tu courais de pied en pied c'est ça, avec en fait, tes gueules. je voyais un truc à faire là-bas, mais je le voyais tellement en retard par rapport à d'autres gens Ouais. que quand j'allais pour le faire, c'est déjà fait en fait. Ouais. Et ça a été 2 semaines affreuses, enfin pas affreuses parce que c'était formateur, mais 2 semaines où j'ai galéré et où vraiment j'étais épuisé mentalement parce que c'est hyper dur de rester. Enfin, aujourd'hui c'est naturel, j'y pense plus, mais à cette époque-là, il fallait que je me dise concentré. Et c'est pour la première fois de ma vie, je me suis couché à 20h30, mais de mon plein gré, et pas parce que j'avais fait soirée la veille et que j'étais en gueule de bois ou quoi. Vraiment, j'avais bien dormi, j'ai fait ma journée 8h, 18h, 20h30 dodo parce que j'étais cuit. C'était 2 semaines hyper intenses pour moi. Et après, petit à petit, tu rentres dans le truc, tu te mets dans le moule. Et donc, du coup, et après ce film-là, l'avantage, c'est que je m'étais fait plein de potes, parce que tu sais, ce que je disais, j'ai un relationnel qui est. Déjà, dans la régie, le relationnel, l'humain, c'est très important. Mais en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement dans ma vie. Et donc, j'avais plein de potes machinaux à qui j'avais dit, moi, je vais faire de la machinerie, tu vas pas me former, comme ça. Et ils voulaient pas parce que c'est compliqué, tu sais, tu pars sur une pub Chanel pendant 3 jours. Face au client, il faut que ce soit carré, quoi. Tu peux pas si t'as pas un mec qui est officiellement stagiaire, tu peux pas dire ah si c'est un de mes gars. Bon, il sait pas faire, mais je vais lui apprendre. Tu vois, ça marche pas. Donc tout le monde, sans méchanceté, voulait pas me prendre en me disant bah désolé, c'est compliqué tout ça. Je fais ce long métrage. Je leur ai écrit en disant bah, je viens de faire 8 semaines de machinerie intensive. Tu peux m'appeler, c'est bon. Je peux poser des gueules sur des pieds, c'est bon. J'ai plein de trucs à apprendre, mais je sais poser un rail. Enfin, déjà, je connais le matériel globalement. Je sais poser un rail, je sais me servir d'un slider, je sais monter certaines grues, je sais faire ci, je sais faire ça. J'ai les bases, même plus que des bases, de très bonnes bases. Et donc, du coup, ça les a chauffés, et puis ils m'ont appelé sur des pubs, et en fait, ça s'est bien passé. Donc, en fait, j'ai très rapidement eu un réseau qui m'appelait et qui me faisait bosser parce que c'était des gens avec qui je bossais quand j'étais régisseur et qui étaient devenus des amis et qui, du coup, voulaient bien bosser avec moi. Donc mon changement s'est fait assez facilement et assez rapidement parce que le réseau. Et de toute façon, dans ce métier-là, c'est la base de tout. Voilà, et donc là, ça fait 2 ans, pas plus de 2 ans que je fais de la machinerie. Et tu aimes bien. Et je vis ma meilleure vie. Non, j'adore, c'est drôle parce que j'en parle beaucoup notamment avec les anciens, et qui eux sont fatigués. Après, ils ont connu aussi une évolution du cinéma assez importante, que je ne saurais expliquer parce que j'étais pas là il y a 30 ans, mais eux sont fatigués, ils en ont marre, ils ont envie d'arrêter. Ils ont des enfants, ils font, entre guillemets, ils font tout pour pas qu'ils deviennent intermittents du spectacle parce que c'est trop galère. Puis surtout, en plus, tu parles à des machinaux, je suppose. Oui, machinaux, électro, caméra, mais même machinaux. C'est des métiers qui sont quand même un peu physiques. Ouais. Je veux dire, c'est fatigant, quoi. Non, mais de fou. T'es pas juste... tu restes pas debout à rien faire ou t'es pas assis à un bureau toute la journée. T'es vraiment tout le temps en train de... C'est pire de rester à un bureau assis toute la journée. Oui, c'est sûr. Sinon, on serait pas dans ces métiers-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont tous un peu, tu sais, ils ont qu'une envie, c'est que ça s'arrête et ils conseillent à personne. En fait, limite, ils essaient de faire fuir les gens. Non, venez pas, c'est affreux. Mais moi, vraiment, je kiffe ça. J'adore ce métier, j'adore être sur le plateau de tournage parce que tu rencontres des gens tout le temps. Et puis, tu sais, tu te fais des potes que tu revois plus après dans la vie de tous les jours pour 1001 raisons. Et puis, 1 an après, tu refais un tournage, ils sont dessus, t'es là, ah, trop cool, ça fait plaisir de te revoir. Enfin, c'est trop bien. Moi, j'adore, tu rencontres des gens tout le temps, tu vas dans des endroits différents tout le temps, des endroits interdits au public auxquels tu ne serais jamais allé en temps normal. Il y a tellement de choses et c'est hyper enrichissant. Et quand les gens me disent, parce que c'est qu'on peut faire des semaines en général, c'est des semaines de 49 heures, 50 heures, et on peut en faire 60, 70, 80 selon les projets. Et c'est vrai que quand tu fais une semaine de 80 heures, t'as pas vraiment de vie. Non. Mais t'as la vie sociale du tournage, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en tournage, je me dis pas, c'est le boulot. Ouais. Je sais pas, on se marre, il se passe plein de choses, on fait plein de trucs différents tout le temps. Et alors, je dis pas que j'ai envie de faire ça toute ma vie, parce que j'adore sortir, aller dans les bars avec les potes, aller en boîte, les vacances, le week-end, tout ça, mais je sais pas, au boulot, je me sens pas au travail. Juste, je kiffe, c'est trop bien. Et tu penses pas que dans 20 ans, dans 30 ans, tu seras pas comme ces vieux là c'est vieux, mon Dieu, c'est horrible comment je dis ça. Ces vieux là, ces vieux qui râlent. Ces vieux cons. Non, mais tu seras pas comme ces plus vieux de la vieille, on va dire, qui sont un peu saoulés, qui sont fatigués, qui en ont marre ou... Peut-être, je sais pas. Je pense qu'aussi le physique va beaucoup jouer. Enfin, quand j'ai été formé, quand on m'a appris, on m'a bien fait... Tu sais, moi, le petit jeune dynamique qui veut tout faire et montrer qu'il est vaillant, qu'il porte plein de trucs sur les épaules. Tout de suite, on m'a dit, voilà, calme-toi. Tu vas te cramer. Tu portes pas les trucs lourds tout seul, même si t'en es capable, c'est pas la question. On n'est pas en train de... C'est pas un concours de force, quoi. Genre, ça, on le prend à 2, ça, on le prend à 3, ça, tu peux le faire tout seul. Enfin, c'est rien de se faire mal. Très vite, on m'a expliqué plein de choses sur comment entretenir son physique et pas se tuer le dos au bout de 10 ans de métier et arrêter, quoi. Donc, on fait quand même très attention à ça. Et peut-être, je sais pas. En fait, quand j'y réfléchis, il n'y a aucun autre métier qui est un peu similaire à celui-là.
qui me plaît. Enfin, moi, je pourrais pas être dans un bureau. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents. C'est vraiment une sorte de microcosme spatio-temporel hyper particulier, le monde du ciné et de l'audiovisuel. C'est pour ça aussi que personne n'y comprend rien. Enfin, en dehors, quand le statut intermittent, moi, on pose plein de questions. Les retraites, ça se passe comment? Mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et inversement, moi, le régime général, quand je me parle de RTT et tout, je suis là, super. Ticket resto, je sais pas ce que c'est. Non, mais ouais, donc tu vois, c'est un peu. Parce que je m'y intéresse pas aussi, hein, je pourrais, mais c'est vrai que ça me concerne pas. Et du coup. Mais non, honnêtement, ne serait-ce que. Peut-être que le métier pourrait me saouler au bout d'un moment pour mille et une raisons, mais la liberté que tu as à côté de ce métier, je pourrais me dire à arriver à un certain niveau, enfin, dans 20 ans, je pense que j'aurai un réseau tellement énorme de connaissances. Non, mais parce que ça se développe, ça grandit forcément. Oui. C'est même pas, je serais tellement, mais... non, je parle pas de moi, de mes capacités, hein, mais des gens que je connaîtrais, parce que forcément, tous les jours, tu rencontres des nouvelles personnes sur les plateaux, donc forcément, sans dire qu'on devient potes et c'est des amis, mais juste des connaissances, Bah ouais. que j'aurai toujours autant de boulot, et donc, si ce n'est plus, et donc je pourrais peut-être me dire, bah, là, j'en ai marre, je gagne bien ma vie, je ralentis, et j'accepte moins de tournage, et donc, du coup, j'ai beaucoup plus de temps à moi, et donc, comme ça, voilà, aller sur le plateau, c'est une tannée, mais bon, c'est 2 mois, puis c'est fini, et après je me prends un mois de break où je fais ce que je veux. Et donc, tu vois, je peux me permettre ça. Là où quelqu'un qui bosse en entreprise, il a 5 semaines de vacances par an. Bon, il y en a qui ont plus, moins, je ne veux pas généraliser, mais on fait une moyenne. Et eux, bah, enfin, je vois ma mère, tu vois, elle a 5 semaines, ça la saoule, elle attend que ça, que ses vacances arrivent. Moi, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est même presque l'inverse. J'ai envie de bosser. Et quand j'en aurai marre, bah, pour être dans ce mood-là aussi, ça me saoule d'aller bosser, mais j'aurai pas une semaine à poser en juin. Ouais. Non, bah là, je prends 2 mois, juillet, août, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. De toute façon, j'ai mon statut et j'ai fait mes heures pour renouveler mon statut et on y retourne, quoi. Ouais. Donc, au pire des cas, si vraiment ça me saoule, et honnêtement, je pense pas, je pourrais réduire et prendre plus de temps pour moi et moins au travail, quoi. Parce que aussi, ce qui va... Enfin, t'es pas payé non plus la même chose selon le projet sur lequel tu travailles, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils font 3 pubs dans le mois. Donc ça leur prend pas forcément beaucoup de temps, parce que les pubs, c'est pas sur des semaines que ça s'étale. Ouais, quand ça dépend des tu pubs, fais mais des ouais, tournages, enfin, en Non, général, en général, ouais. c'est quelques jours, tu vois, donc t'en fais plusieurs par mois, mais t'es tellement bien payé en général que t'as pas forcément besoin de travailler plus que ça, et après, Ouais, si tu veux après pas, t'es oui, tu tranquille, peux. quoi. Après, voilà, il faut avoir un bon réseau pub, Ouais. c'est ce qu'on appelle des planques, mais si tu as un bon réseau dans un certain domaine avec certaines personnes, oui, ça va aller très vite. Et bah, du coup, on a un petit peu survolé ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus expliquer en quoi consiste ton métier exactement? On a parlé de gueuse et de pied. Et donc, En gros, la machinerie, c'est tout ce qui est. Nous, on est un corps de métier qui est très lié à la caméra et à la lumière. Et on s'occupe de toutes les installations. En gros, le gros du travail, c'est faire les mouvements de caméra. Donc, que ce soit installer un rail de travelling avec un chariot de lit pour faire ce qu'on appelle des travelling, donc des mouvements linéaires, ou des grues, ou des accroches voitures, accrocher une caméra sur un capot de voiture, accrocher une caméra sur un plafond pour faire un top shot, ou plein de choses. En fait, notre métier, c'est de pouvoir permettre à la caméra et à la lumière d'installer leur projecteur ou leur caméra là où le réalisateur et le chef opérateur veulent le mettre. Donc on arrive dans un lieu, quel qu'il soit, où on nous dit, bah voilà, là on veut que le plan ce soit ça, que la caméra soit axée comme ça depuis telle hauteur ou tel endroit. Et donc nous on place la caméra. Donc si c'est un truc qu'on peut faire simplement à l'épaule, c'est à l'épaule. Si c'est un mouvement qui demande de monter en hauteur, de monter très haut et de redescendre, ce sera sur une grue. Ça va être à nous après pendant les repérages, en fonction de ce que nous demande le réalisateur et le chef opérateur, de dire bah, il nous faut tel objet pour faire ça, enfin tel qu'on appelle ça, outil de travail, enfin, donc ce qu'il faudra une grue, ce qu'il faudra un bazooka, ce qu'il faudra un chariot de lit, peu importe. Et on met ça en place. Et pareil pour les lumières, si le chef opérateur veut je sais pas, simuler la lumière du soleil, et pour ça il faut que le projecteur il soit à tel endroit, et que c'est un endroit dans un coin dans le mur, j'en sais rien, ou sur un plafond, bah, à nous de voir si on peut fabriquer une structure pour accrocher le projecteur là-haut, pour pouvoir permettre de faire la lumière que veut le chef opérateur. Et après il y a aussi cette notion de sécurité de plateau, où si un électricien sort, comme on disait, un cadre avec un pied, bah, ça va être à moi de le sécuriser pour pas que celui-ci tombe. Pareil pour la caméra, s'ils sortent par exemple sur une voiture, on va mettre ce qu'on appelle des TeraDeck, donc des émetteurs sur le toit de la voiture pour que ça puisse connecter son fil avec le système de mise au point ou le retour vidéo, etc. Et ça, ça va être à nous de le sécuriser pour pas que ça tombe de la voiture pendant que la voiture roule. Plein de petits détails comme ça, quoi. Donc c'est de la sécurité de plateau, mais très spécifique à ce que les autres départements mettent en place pour le plateau. C'est pas de la sécurité
C'est pas moi qui vais gérer le traversée de route s'il y a des voitures. Enfin, voilà. Ça, c'est la régie. C'est la régie. Non, parce qu'il y a cette déformation de dire la machinerie est responsable de la sécurité du plateau. C'est vrai, pas vrai. Donc c'est vrai pour des trucs spécifiques, mais Bah, chacun t'es responsable de la sécurité des équipements, en fait, Oui, c'est ça. en gros. Est-ce que, je sais plus si tu l'avais fait, mais t'avais pas dû passer le permis poids lourd aussi pour... Si. C'est pas une nécessité, mais c'est très apprécié. C'est-à-dire qu'en général, on fait nos enlèvements matériels. Dans la majeure partie des cas, c'est dans des poids lourds parce qu'on a du matériel qui est très lourd et que tous les véhicules jusqu'au permis B n'accueillent qu'à 3 tonnes 5. Donc 3 tonnes 5, c'est pas suffisant par rapport à la quantité de matériel qu'on prend. Donc nous, on passe le permis poids lourd pour avoir des capacités de charge jusqu'à 12 tonnes. Donc c'est pas du tout obligatoire, mais c'est comme un régisseur avec le permis, c'est comme pareil les électros avec le poids lourd, enfin plein de choses. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est quand même pas mal nécessaire. Donc si tu l'as pas... quand j'ai commencé moi dans le cinéma, je sais que j'ai eu des boulots un peu grâce à ça. Où des gens bien plus qualifiés que moi n'ont pas pu faire le projet parce qu'il fallait absolument un mec qui avait le poids lourd. Et où moi, même si j'étais qualifié, mais avec beaucoup moins d'expérience, on m'avait pris parce que j'avais le permis, quoi. Ok. Bah, t'en as un petit peu parlé aussi, mais est-ce que tu pourrais un tout petit peu plus expliciter en fait comment t'arrives sur un projet? Enfin, C'est le réseau. C'est Le que du réseau de réseau. fou dont je parlais tout à l'heure. Ton immense réseau. Mon immense réseau que j'aurai dans 20 ans. Non, ouais, c'est que du réseau, c'est du bouche-oreille. Enfin, quand tu commences, tu démarches. Ça, tu connais, tu l'as fait aussi, mais tu fouines et, via LinkedIn, Instagram, j'en sais rien. Enfin, ça peut être n'importe où. Tu vas trouver telle ou telle personne à tel poste qui bosse sur ce film-là. T'envoies des messages pour que toi retomber sur la personne qui t'intéresse. En l'occurrence, je sais que sur un de mes premiers projets, c'est la série Nox de Canal+, j'étais tombé sur le repéreur. Donc c'est le mec qui s'occupe de chercher les décors. C'est un mec qu'on appelle, on lui dit il me faut une église qui ressemble à ça, il me faut un hangar, il me faut ci. Et lui, il fait le tour de la région pour trouver un peu les décors qui correspondent à ce qu'on recherche. Et je vois qu'il est repéreur là-dessus et je lui avais écrit en lui disant je cherche le numéro du régisseur général parce que je voudrais bosser sur la série. Il m'a donné son contact, je l'ai contacté et on s'est rencontrés, on a passé un entretien et il m'a embauché. Et donc voilà, donc au début tu commences comme ça, de toute façon c'est que... Et puis du bouche à oreille, c'est-à-dire que tu te fais un pote et ce pote-là, si t'aimes bien et qu'il faut que tu bosses bien, il va te conseiller à d'autres gens. C'est que du réseau ce métier-là. C'est beaucoup de rapports humains comme je disais et aussi bien bosser. Parce que tu peux être sympa, si tu bosses pas bien, ça marche pas. Et inversement, des gens qui bossent très bien mais qui ont pas bonne réputation et qu'on n'appelle pas parce qu'en fait, en faire de bosser avec eux, quoi. Et donc du coup concrètement, toi ton CV là, il est pas du tout à jour depuis. Non, vous pouvez aller voir mon IMDb si vous voulez, qui est pas parfaitement à jour mais qui est pas mal, je pense. En fait, c'est limite c'est ça maintenant qui sert de CV. Oui. Enfin, je veux dire, tu vas entendre parler de quelqu'un, tu vas aller checker sur IMDb s'il a fait des trucs et. Ouais, oui, après faut... Oui, c'est pas hyper précis, enfin, sauf si t'as un IMDb Pro, je pense. Mais, Ouais. parce que j'ai déjà été, moi, étalonneur sur un film. J'ai jamais fait d'étalon de ma vie, je sais pas comment ça marche. Et je suis sur une série sur laquelle j'ai bossé, sur laquelle j'étais régisseur général, sur laquelle je suis crédité régisseur général. Je suis aussi crédité étalonneur. C'est à 99% vrai ce qui est écrit sur IMDb, mais il y a des petites fuites comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Et voilà, mais donc du coup, oui, ça reste un peu notre CV. Mais quand tu commences et que tu as fait que des... Parce que sur ça, il n'y a que des gros films. Non, tu me diras, le court-métrage qu'on a fait ensemble, il est dessus. Mais c'est principalement des gros projets. Donc si tu as fait plein de petits courts-métrages ici et là, il y a des grandes chances que ce soit pas écrit, donc du coup, ou alors toi, tu peux le rajouter manuellement. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, ça te sert un peu de CV, quoi. Parce que j'ai pas de LinkedIn, enfin si j'en ai un, mais je ne sais pas, Ça quoi. sert à rien. Oui, Dans puis j'ai tous pas les- de CV papier. À une époque, oui, je le mettais à jour à chaque fois, mais parce que j'avais pas de réseau et que je postulais et que je voulais prouver à des gens Que t'avais ce que j'avais des fait, ouais, que j'avais choses, les compétences, quoi. Bah oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai plus à prouver parce que c'est les gens qui servent de gage. C'est-à-dire que si aujourd'hui on m'appelle pour faire un film, que je peux pas le faire, mais que je te dis, bah toi, Alix, je connais quelqu'un qui peut le faire à ma place parce que moi je suis pas dispo, il s'appelle Alix. Le chef qui m'a appelé me fait confiance, donc du coup, il te fait confiance. Mm. Donc il ne va pas te demander ton CV, il va pas te demander ce que tu as fait. Peut-être il va te demander si tu connais telle ou telle grue, parce que chaque outil a sa spécificité, donc si tu le connais pas, c'est bien de savoir en avance si la personne connaît ou pas, mais... Je préviens d'avance, je ne connais pas de grue. Je ne suis pas Je machineur. ne suis pas machineur. Non mais tu vois, moi ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle pour un projet, je dis bah ouais je suis chaud, il me dit par contre on va utiliser telle grue, c'est la Scorpio 30, et tu la connais ou pas? Oui, non, et puis... Et ça peut te coûter ta place sur un projet, du coup, de pas non, connaître? en général non, parce que c'est quand même un truc très spécifique sur... Il y a tellement de choses à faire, ils m'appellent pas que pour ça. Mais c'est bien de savoir en amont si tu connais ou pas. Parce qu'après, quand tu connais une grue, dans l'idée tu les connais toutes, parce que sur le principe c'est la même chose. Et c'est juste le montage et tout. Après il y a toujours les notices. Tel un manuel Ikea dans les boîtes pour pouvoir le monter, mais bon, il y a toujours au moins un gars qui sait et qui peut chapeauter un peu l'équipe.
Mais donc non, ça m'est jamais arrivé qu'on me refuse un projet parce que je sais pas utiliser telle grue ou telle. Mais voilà, on peut toujours te demander, comme ça permet de savoir. Mais globalement, voilà, si moi je dis Alix, ça peut le faire, je la connais, elle bosse super bien, appelle-la, il va t'appeler, il va te faire confiance. Mais du coup, je mets aussi ma réputation en jeu. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, mon chef va se dire ok, Maxime, il n'a pas de confiance, il me confie des gens qui sont nuls. Quoi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai un réseau qui fait qu'on ne me demande pas mon CV. Soit si on m'appelle, si c'est une personne que je connais, elle sait ce que je vaux et on y va. Si c'est une personne que je connais pas, elle m'appelle parce que telle personne qu'elle connaît très bien m'a conseillé, du coup elle me fait confiance. Ouais. Et comment ça se passe sur le tournage par exemple? C'est quoi une journée type pour toi? Même si les journées ne se ressemblent jamais, elles sont toutes différentes. Mais ouais, comment ça se passe une journée de tournage quoi? Une journée basique, c'est sur une feuille de service, tu as la convocation. En général, ce qui est écrit sur la feuille de service, c'est les heures de tournage. Donc en général, c'est des journées de 9 heures, 8 heures de tournage, mais 9 heures effectives parce qu'il y a une heure de pause-déj au milieu. Et une journée type, ça va être par exemple à 8h, 17h, et avec la pause-déj au milieu à midi, 13h, peu importe. Et nous, en général, on est convoqué une heure avant pour installer le matériel. Ça peut être plus s'il y a une grosse installation. C'est rarement moins parce qu'en fait, t'aimes bien quand même me faire une mise en place avec les comédiens, répéter tout ça, donc c'est au moins une heure avant. T'arrives, t'installes, t'es prêt à attaquer. Généralement, donc 8h, ce qui est écrit sur la feuille de service, c'est le prêt à tourner, donc on appelle le PAT. Et là, on tourne jusqu'à 17h, s'il n'y a pas de retard, évidemment. Et 17h, fin de journée. Après, on range les camions et on rentre chez nous. Donc, en gros, sur une journée annoncée 8h, 17h, en vrai, toi, tu travailles 7h, 18h, parce qu'il y a une heure avant, une heure après. Et plus si affinité. Plus après, si le décor est à une demi-heure de route, ça peut faire de très grandes amplitudes, en fait, de journée. Mais en gros, c'est ça. Donc, tu peux des fois te faire des semaines à beaucoup d'heures, finalement. Tu disais tout à l'heure des 80 heures, mais finalement... ouais, ça c'est rare quand même. Ouais, 80, ça me paraît quand même... J'ai déjà fait une fois ou deux. C'est vrai. C'est énorme. En général, sur un projet chill, toute proportion gardée, mais c'est 45-50 heures, semaine. Donc on est loin du 35 heures. Vraiment, c'est pas du... Donc ouais, on fait... parce que c'est des contrats de 49 heures qu'on a en général. Mais comme je disais, moi, je kiffe. Alors, je kiffe pas tout, hein, tout n'est pas super. Décharger le camion le matin, c'est chiant. Le ranger le soir, c'est chiant. Voilà, il y a plein de trucs. Et puis, selon le décor, tu sais, quand tu tournes dans un studio de 20 mètres carrés, parce que c'est décor appartement pauvre, t'es là super. Enfin, en fait, tu te retrouves à 20 techniciens dans 20 mètres carrés, c'est pas rigolo. Non. Tu vois, il y a des trucs. Par contre, après aussi, des fois, tu tombes dans le Louvre de nuit. Tu vois, t'es tout seul dans l'allée des grands tableaux. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais. Tu tournes dans des prisons, tu tournes dans des. J'ai tourné dans les égouts de Paris. Alors, c'est pas sexy comme ça, mais en vrai, te dire que t'es dans les galeries, t'es dans tes sous Paname là. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même cool. Bon, du coup, tu disais que tu fais pas mal de projets différents, autant des longs métrages que des pubs, des clips, Oui, c'est les etc. deux gros trucs que je fais. Après, il y a les séries. On différencie cinéma et télé. Ouais. Donc, il y a les longs métrages ciné, puis il y a les téléfilms ou les séries télé. Donc, du coup, je fais les trois gros axes, c'est pub, cinéma et télé. Et le clip, c'est plus rare. Et le web aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, travaillant dans le milieu et ayant affaire à plusieurs types de productions différentes, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'industrie du cinéma français en ce moment, mais plus en termes des choses qui sont produites, en termes d'accessibilité aussi, parce que accessibilité, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'arrivée du streaming, enfin, tu sais, il y a un truc un peu entre guillemets, d'urgence de faire un contenu, de faire un film, de faire un projet. Et donc, du coup, on nous fout un peu des gens qui n'ont pas beaucoup forcément de compétences, ou alors on nous fout des budgets un peu de merde. Ouais, après, il y a beaucoup de projets comme ça, à l'arrache, mais il y a quand même beaucoup de gros projets qui arrivent, notamment, en ce moment, il y a les Ricains, ils sont beaucoup en France. Et donc, c'est quand même, il y a beaucoup de travail, mais quand même du travail bien fait, j'allais dire. Ouais. Plus que de petits projets à con, de gens qui... Et non, en professionnellement parlant, c'est très bien, parce que du coup, il y a beaucoup de travail tout le temps, partout. Et après, je pense que c'est aussi du réseau, comme on disait, parce que ça m'arrive de voir sur le réseau des gens qui galèrent un peu, et des anciens, hein, pas forcément des gens qui arrivent dans le milieu. Moi, de mon réseau, en tout cas, de par mon réseau et du travail qu'il y a, je bosse énormément. Je passe plus de temps à refuser presque qu'à tourner, qu'à accepter, parce qu'en fait, il y a trop de projets en même temps. Donc, professionnellement parlant, c'est super. Il se passe énormément de choses. Et il y a avec Twitch aussi, YouTube qui arrive beaucoup. Ça se professionnalise beaucoup. Donc, c'est des projets qui, forcément, rémunèrent moins que du cinéma, par exemple, mais qui rémunèrent bien et qui permettent aussi à la nouvelle génération de trouver du travail. Donc ça, c'est cool. En termes de consommateurs, c'est plus varié.
Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses, mais il y a trop de choses et trop de mauvaises choses. Alors, c'est purement subjectif. Hein. Il y a tellement de choses que même les bonnes choses qu'on me conseille, j'arrive même plus à les regarder parce que j'en peux plus. Et je suis en surdose, je binge-watch pas. Je l'ai déjà fait à une époque, sur une, deux fois, mais en vrai, c'est plus agréable. C'est-à-dire que même une série que j'adore et où j'attends la saison suivante, quand la saison sort, j'en peux plus. Et j'ai retrouvé du plaisir à mater. Là, je le fais avec la série The Last of Us qui est sortie récemment. J'ai retrouvé du plaisir à regarder des séries qui sortent un épisode par semaine. Parce que du coup, c'est pas t'as 10 épisodes et t'en bouffes 3-4, et puis demain 3-4, et puis après c'est fini. C'est que là, on te force, on te régule en fait. Et ça t'évite de trop en bouffer. Tu retrouves ce truc de putain, j'ai hâte du prochain épisode, c'était trop bien. Et là, j'ai ça avec The Last of Us parce que j'adore. Et c'est très agréable. Donc j'ai arrêté je regarde plus plusieurs séries en même temps. Je regarde qu'une seule à la fois et je n'attaque pas une nouvelle série même si elle a l'air incroyable tant que j'ai pas fini la première. J'ai arrêté aussi de mater des séries qui ont trop de saisons, qui sont déjà trop en place. J'arrive plus à rattraper les wagons en route. Et donc du coup, si je passe à côté, tant pis. Ouais. Et plein de choses. Enfin, tu vois, j'aurais été incapable de rattraper un Game of Thrones si on était saison 6, quoi. Ouais. J'ai plein de potes qui ont fait ça. Vraiment, non, faut c'est rattraper. En plus, Game of Thrones, il y avait ce truc de on attendait toutes les semaines un nouvel épisode, c'était quand même cool. Oui, ça quoi. marchait bien. Dommage que la série était nulle. Non, la série était pas nulle. La fin, ok, mais pas la série quand même. Ouais, les 5 dernières saisons. C'était trop bien. Mais T'aimes pas les dragons et les gens qui se tuent et les frères et sœurs qui Si, il y a un couchent mec qui a ensemble. fait ça hyper bien, c'était Peter Jackson. Moi, il n'y avait pas les frères et sœurs, mais il y avait les dragons et les gens qui se tuent. C'est vrai. Bref, tout ça pour dire que j'ai retrouvé du plaisir à mater tranquillement et sur la durée une série et à vraiment prendre de plaisir plutôt qu'à surconsommer. Et il y a beaucoup trop de trucs, encore une fois c'est subjectif, mais nuls qui sont faits, qui sont produits. Et en fait, mais en fait, c'est le problème, c'est qu'on juge pas la qualité, on juge vraiment la rentabilité et le visionnage. Et il y a plein de très bonnes séries quand je dis très bonne série, c'est objectif, c'est pas en mode moi j'adore, c'est trop bien. C'est vraiment qui ont un vrai travail scénaristique, c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues. Alors c'est pas du tout neuf, mais c'est pas un truc qui a été fait 15 fois. Et c'est annulé parce que pour des raisons, c'est toujours un peu sombre les raisons pour lesquelles ils annulent. Et à l'inverse, plein de séries où j'ai maté une ou deux saisons où c'est affreux sur plein d'aspects et pour une raison qui m'échappe, ça marche. Ou en tout cas les diffuseurs sont contents et donc du coup ça continue 9, 10, 11, 15 saisons, t'es là. En fait, c'est bon quoi. Et trop, en fait, ce que j'aimais bien moi au début avec l'arrivée de Netflix, quand il n'y avait que Netflix, c'était qu'ils voulaient se démarquer du cinéma et ils osaient. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils finançaient tous les scénarios que le cinéma ne voulait pas. Et je trouve ça bien parce que le cinéma ne se renouvelait pas. Et ils ont sorti plein de films, pas forcément bien, mais au moins qui osaient quelque chose et qui étaient intéressants sur plein d'aspects. Et aujourd'hui, plus ça va et plus ils font du cinéma français. Sauf que de plus en plus, on voit des comédies vraiment pas folles. Enfin, il y a un stand-upper, il fait 2 vannes sur internet, ça marche. Hop, il signe pour 3 films, quoi. Enfin, flemme. Déjà, flemme parce que toi, en tant que technicien, en tant que professionnel, tu te dis putain, tu vois les gens autour de toi qui galèrent, qui a écrit les scénarios, à bosser, etc. Et juste parce que le mec a fait une vanne sur TikTok et que ça a marché, il fait un film derrière qui est tout aussi nul. Surtout qu'en plus, c'est pas forcément des personnes qui sont dans ce métier-là à la base et du coup, ils se retrouvent à la tête d'un projet. Mais ils font un peu n'importe quoi. Ouais, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est des têtes d'affiche. Moi, je le vois, j'ai fait plein de projets où on se crée, j'en parlais avec des copains, je disais, mais pourquoi on a pris cet acteur ou cette actrice? Parce qu'en vrai, ça marche pas pour le rôle. Ouais, mais il est connu. C'est la tête d'affiche du film. Et donc, c'est lui qui va faire vendre. On se sabote un projet qui est très bien écrit, qui peut être très intéressant, parce qu'on va absolument mettre un mec qui a un César. C'est complètement con. Ou un mec qui a 2 millions de personnes qui suivent. Oui, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, quand on interview les patrons de cinéma, les Cédou et compagnie, on leur dit mais pourquoi ça marche pas le cinéma, pourquoi les gens n'y vont plus? Et l'argument c'est parce que le cinéma c'est pas confort, on va faire des salles plus confort, plus modernes, avec un meilleur son, une meilleure image. Bon, la place coûtera 20 balles, mais c'est ça qu'ils veulent les gens. Un cinéma haut de gamme. Je dis bah non, on veut juste des films avec un bon scénario. Enfin, le cinéma c'est populaire. Pour moi, le cinéma c'est un bon kebab. C'est 5 balles l'entrée. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en train d'embourgeoiser le cinéma, au même titre que les kebabs d'ailleurs, parlons-en. mais d'embourgeoiser le cinéma et on propose des films de plus en plus mauvais. Il y a toujours des bons films, heureusement d'ailleurs. Mais on propose beaucoup plus de films, souvent très mauvais parce que c'est pas un scénario original qui a été écrit en disant ça peut faire mon film. On prend des gens connus, on se dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire autour d'eux? Tac, une bonne comédie qu'on a déjà vue, on envoie.
Et en plus, ça coûte cher. Parce qu'en plus, le salaire des acteurs coûte cher. Oui. Donc, vu que ça a coûté cher, il faut que ça soit rentable. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a... Enfin, pour ça aussi, mais ça participe au fait que les places de cinéma, ça coûte super cher ça. aussi. Parce qu'il faut rentabiliser des Donc trucs, aujourd'hui, quoi. on te dit, si les gens vont pas au cinéma, c'est parce que c'est pas qualitatif. Et derrière, on te pond une énième comédie raciste avec Christian Clavier, 20 balles la place parce que les canapés ils sont en cuir. Ouais, surtout qu'en plus, maintenant, justement, avec le streaming, avec Netflix, etc., et même au-delà de ça, si tu pars dans le streaming illégal, si tu vas sur des sites un peu, tu as accès maintenant à des bons films, à des films bien, à des films dont tu as déjà entendu parler, qui sont pas disponibles en salle, qui fait que tu vas plutôt rester chez toi pour regarder le film que tu as envie de voir et que tu sais qu'il est bien et que tu as entendu dire qu'il était bien et qu'il n'est pas projeté en salle, plutôt que d'aller en salle voir une énième comédie, payer 20 balles ta place. Oui, parce qu'en plus, là, ouais, non mais oui, complètement. Et ouais, je sais pas, on en parlait avec les potes. Enfin, il y a plein de films que je vais pas voir au cinéma où je me dis, je pourrais le voir quand ça sortira à la télé. Ouais. Parce qu'en plus, maintenant, moi j'ai Canal+, donc vraiment le film, au bout de 3 mois, il est dispo. Ouais. Pratique. Professionnellement, ça t'arrange, mais personnellement, ça te saoule. Oui, enfin, ça me saoule, c'est pas le mot, mais j'en vomis un peu, quoi. Ok. On est un peu sur le même champ lexical quand même. Non, mais on est sur la surdose, quoi. Enfin, Ouais. c'est la surenchère de tout. Ouais. Après, c'est un peu symptomatique de notre monde. C'est pas que dans le cinéma, mais c'est un truc qui marche et du coup, on te gave jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Tu nous as un petit peu expliqué ton parcours, ton métier. Du coup, on a bien compris quand même, avec ce que tu disais, que le réseau, c'est vachement important. Et c'est vachement important de le cultiver et de vraiment de te créer un réseau. Si tu veux travailler, c'est le réseau qui va te faire travailler plus qu'autre chose. Et aussi l'éthique de travail et la bonne humeur et la joie de vivre. Mais est-ce c'est bien que... partout, ça, c'est pas que dans Oui, le c'est cinéma. vrai, c'est pas que dans le cinéma. Non, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, qui voudrait faire ce genre de métier, qui voudrait rentrer dans le milieu? C'est beaucoup de persévérance. Si tu démarres de rien, un peu comme moi, et que t'as pas eu d'école de... Enfin, t'as pas de contact parce que ta famille bosse pas là-dedans, que t'as pas eu d'école de cinéma, tout ça. Parce que, juste pause, je fais une petite parenthèse, parce qu'en école de cinéma, ce qui fait aussi que les gens ils vont dans des écoles de cinéma, c'est ok, certes, ils apprennent les choses de manière, comment on dit, pratique. Pratique, ouais. Ils apprennent les choses, la pratique, mais c'est aussi qu'ils rencontrent beaucoup de gens et beaucoup de leurs contacts. Oui, il y a les stages aussi, des stages obligatoires, Ouais. le réseau. Ils ont des intervenants. Ce qui fait qu'ils sortent de l'école en ayant quand même une base Ouais. de gens qui pourraient potentiellement les faire travailler. Complètement. Et le but, c'est pendant leur stage, parce que tu as toujours 1 ou 2 stages obligatoires, je crois, c'est de, si ça match bien, de garder contact avec ton chef pour rebosser derrière, quoi. Et donc, oui, si tu pars de rien, c'est beaucoup de persévérance. Faut pas baisser les bras. Et c'est un peu long. Faut être patient. Enfin, c'est tout rien. C'est aussi une part de chance. Parce que tu peux être hyper motivé, donner à fond, etc. Si l'univers veut pas que tu ailles là-dedans, tu vas galérer plus qu'une personne qui, première personne à qui il parle, ça matche bien, il a du boulot. Bon. Ouais. Je vais pas vous dire ça. Je peux pas quantifier le temps que ça va prendre de rentrer là-dedans, mais ça peut être long. Moi, ça m'a pris 1 an quand même. Enfin, ça m'a pris quelques mois à faire des tournages et 1 an pour vraiment faire du tournage payé, faire mon statut, tout ça. Ouais. Un peu compliqué. Si tu sors d'une école, alors, faut faire gaffe parce que j'ai rencontré beaucoup de gens en école qui ont arrêté ou qui font pas le métier ou qui ont galéré parce que c'était des gens qui, parce qu'ils faisaient une école, se disaient j'aurai le boulot à la fin. C'est un peu comme si tu faisais une école de commerce, tu as ton diplôme d'école de commerce, tu postules dans une boîte, tu es pris parce que tu es diplômé de telle école qui a telle renommée, fin de l'histoire. Ouais. Dans le cinéma, comme je dis, c'est du réseau. Donc l'école, c'est bien, ça te forme, ça t'apprend des choses et ça te fait des gens, mais si tu t'investis pas, c'est pas parce que tu vas avoir une boîte de prod, tu donnes ton CV et tu dis je suis diplômé de l'ESRAC, super, on vous prend monsieur. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est bien les écoles pour avancer plus vite dans le processus de recrutement, mais il faut quand même s'investir. Mais l'avantage de faire une école, c'est que, comme on disait, tu touches le matériel. Donc déjà, vis-à-vis d'un chef, même si tu n'as jamais fait de gros tournages, tu sais de quoi tu parles, donc c'est quand même plus simple pour progresser, tu pars pas de zéro, et tu te fais du réseau. Donc ouais, les conseils, c'est persévérer et bosser. Et les gens que tu rencontres, c'est important. Parce que, il faut savoir bien s'entourer. Et surtout, pour ces métiers, comme la machinerie, je vais parler que de la machinerie parce que c'est mon métier, mais c'est vrai pour d'autres métiers, c'est-à-dire que électromachinaux, c'est des métiers dits d'hommes. Donc c'est des métiers de force, c'est des métiers de bourrin, etc. Et ce que
pas totalement vrai, même si un peu. Mais donc du coup, quand on est une femme, on peut vite être découragé, pas parce que c'est dur, mais parce que les gens vous disent que ça va être trop dur pour vous. Et ça, c'est un peu compliqué à accepter, même s'il y a de plus en plus de femmes quand même qui font ces métiers-là, donc c'est cool. Entre les gens qui veulent pas travailler avec des femmes parce que mauvaise expérience ou parce que c'est trop dur, t'arriveras pas à porter ci ou ça, ce qui est complètement con, mais... Et les gens qui ont connu le métier, moi j'ai aussi croisé beaucoup d'anciens qui faisaient tout pour décourager les nouveaux, hommes ou femmes, peu importe le métier, en mode non, mais c'est un métier en perdition, il n'y a plus de place, il y a trop c'est bouché, change de voie parce que tu vas jamais y arriver. Bah si en fait, enfin, ça a pas de... Il y a beaucoup de monde, effectivement, mais si tu bosses bien, que tu te donnes, tu vas y arriver comme tout le monde. Et donc ouais, c'est beaucoup de persévérance et vraiment le rapport humain, le relationnel, quoi. Il faut... Enfin, je dis pas ça en mode soyez sympa avec les gens, ça c'est évidemment. Mais discuter, montrer que vous êtes présent, si vous commencez à bosser un peu, renvoyer des textos ou des mails régulièrement aux gens avec qui vous avez bossé, pas tous les jours, c'est chiant, mais voilà, toutes les 2 semaines ou tous les mois, ah bah je suis dispo si t'as besoin, m'oublie pas, parce que en vrai c'est con, mais tu reçois un mail d'une personne qui te dit que t'avais oublié entre guillemets, qui te dit ah bah si t'as besoin je suis dispo, et puis 2 jours après t'as besoin d'un gars, tu vas penser à lui parce que t'as reçu un mail ou un texto 2 jours avant. Donc c'est bien de toujours montrer qu'on est présent, montrer qu'on est motivé, qu'on bosse, et surtout pas lâcher. Et je disais bien s'entourer parce que vous soyez un homme ou une femme, et quel que soit le métier que vous vouliez faire, machine électro, script, assistant réa, peu importe, il faut bosser avec des gens qui vous tirent vers le haut. Et ça ne veut pas dire qu'ils vous assistent et qui vous font tout à votre place, mais c'est des gens qui vous font confiance, avec qui vous pouvez bosser, qui vont peut-être vous conseiller, et qui vont jamais vous dire tu n'y arriveras pas pour telle ou telle raison, ou c'est trop compliqué le métier, aujourd'hui il est bouché, tu n'y arriveras pas, enfin voilà. Il faut s'entourer d'ondes positives et de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à progresser et qui vous feront rentrer dans le milieu d'une manière ou d'une autre. Enfin, de toute façon, si vous rentrez dans le milieu, c'est parce que vous l'avez décidé, parce que vous vous êtes donné les moyens pour. Après, ça va être, comme je disais, c'est un peu du hasard, de la chance, des rencontres. Soit tu rencontres très rapidement des gens super et t'avances et tu rentres dans le milieu, soit tu tombes sur des cons. Et au début, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas se décourager quand on tombe sur ces cons-là, parce qu'ils sont minoritaires et que de toute façon, des cons, il y en a partout. Et quel que soit le métier. Et puis voilà, beaucoup de courage et d'envie. Alors là, je vais passer à la partie qui est très chouette de ce podcast, que j'ai décidé de nommer le portrait filmois, car j'ai voulu faire un jeu de mots avec portrait chinois et film, donc ça donne le portrait filmois. Mais en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec un portrait chinois, parce que les portraits chinois, c'est genre, si tu étais telle chose, que serais-tu ? Là, ça n'a rien à voir du tout. Nul, je me casse de cette émission. Je vais commencer par une des questions chiantes que tout le monde te pose quand tu dis que tu travailles dans le milieu du cinéma. Quel est ton film préféré ? J'en ai 8000, mais si je devais en choisir un, je te dirais Memories of Murder de Bong Joon-ho. Je sais pas, il m'a marqué. Je peux pas dire pourquoi parce que ça va spoiler. Bon, il y a un peu de prescription parce que le film est sorti il y a très longtemps, mais si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et comme beaucoup de gens, je pense que c'est un peu cliché de dire j'aime bien Bong Joon-ho parce que après sa filmographie est superbe. C'est un de ses premiers films et j'ai adoré. C'est un thriller policier sur une enquête sur un violeur et le film est incroyable. Et donc j'aurais pu citer vraiment plein d'autres films parce que il y a plein de chefs-d'œuvre que j'adore. Mais vu qu'il faut en choisir un, ce sera celui-là. Moi, je sais que j'ai plusieurs films préférés, mais c'est genre selon certains critères. Enfin, genre j'ai un film préféré, mais c'est parce que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Mais j'ai un autre film préféré parce que c'est le film qui m'a rappelé pourquoi j'aimais le cinéma, tu vois. Et c'est un peu genre, et ils sont tous à la même hauteur. Je peux pas les départager. Ouais. Ils ont tous chacun des trucs hyper différents et du coup en choisir un. C'est comme un réel préféré, c'est comme plein de choses. Ouais. Donc toutes les questions que je vais poser vont être très chiantes. Bah, je vais choisir du coup. Il faut des choix. Donc justement, en parlant de réel préféré, quel est le tien ? Si je devais en choisir qu'un seul, je mettrais David Fincher. Okay. Parce que toute sa filmographie est un chef-d'œuvre. C'est hyper subjectif. Alors, non, c'est objectif de fou en fait. Parce que David Fincher, c'est quand même le boss. C'est quand même un bon réal, ouais. Plus que bon réal. Si vous pouvez avoir 1/100 de ce qu'il fait. Bah, tu sais, j'ai regardé un film de lui il n'y a pas longtemps qui s'appelle The Game. Ouais, c'est son premier film, ça, je crois. Non, je pense pas. Un de ses premiers. Non, il avait déjà fait. Je crois qu'il avait déjà fait. Non, c'est vrai que c'est un peu vieux. Mais je crois qu'il en avait déjà fait avant. Peut-être. Et ben, j'ai pas kiffé ce film. En fait, Fincher, j'en aime beaucoup. Beaucoup de ses films, je les trouve vraiment cool. Mais lui, je
j'avais un peu envie qu'il se termine, quoi. Genre, j'en avais marre. S'il vous plaît, la fin. J'ai pas vu Manque, le dernier qu'il a fait en noir et blanc sur Netflix. Ah, purée, mais attends, mais je devais le regarder. Ah, mais j'ai jamais fini. Il paraît qu'il est pas dingue, mais je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Non, et en option, je mets quand même Wes Anderson dans les réals préférés. Mhm. Petite, évidemment, Bong Joon-ho parce que j'avais cité son meilleur film. Oui. Non, mais... Non, mais ouais, non, vraiment David Fincher parce que c'est les thrillers, c'est les drames, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. Et voilà, donc je mettrais quand même en numéro 1, mais Wes Anderson, de par son esthétique, c'est quand même une dinguerie. Ouais. Enfin, je pourrais citer plein de réalisateurs que j'adore, mais bon, voilà. Ouais. On va s'arrêter là. Ok. Quel serait ton genre cinématographique préféré? Drame, thriller, enquête. Ces films qui font un peu pleurer et réfléchir. Et ouais, je sais pas, j'aime bien ces films qui sont un peu tristes, mais pas tristes. Faut pas triste, il y a un enterrement, il y a un mec qui est mort, c'est dommage, c'est triste, mais vraiment, je sais pas. Parce qu'il y a. Enfin, demain, tu me dis. Après, encore une fois, c'est des histoires de mood, mais demain, tu me dis, tu préfères voir une comédie ou un drame. Il y a de grandes chances que je te dise un drame parce que je sais pas, il y a ce truc. Ou peut-être parce qu'après ça, quand le film finit dans ma vie, ça va tellement bien dans ma vie par rapport à ce film-là que. Je sais pas, je suis content, je saurais pas l'expliquer, mais j'aime trop Alors, c'est pas parce que j'aime voir les gens souffrir. Non, mais c'est parce que c'est pris dans une histoire. Ouais, j'aime trop ces moods de Gone Girl incroyables. Ouais, moi aussi, j'aime bien regarder ce genre de film. C'est. Ouais. Puis c'est un genre aussi, comme d'autres évidemment, mais c'est un genre où tu peux tellement jouer avec les sentiments des gens plus facilement. Une comédie, ça va être drôle. Déjà, c'est pas facile de faire de la comédie, soit dit en passant, mais en France, on le prouve avec toutes les comédies nulles qu'on fait, mais c'est pas facile de. Bienvenue sur le podcast qui tacle le cinéma français. C'est des très bonnes comédies aussi. Mais non, c'est. Donc tu dis ça juste pour pas vexer des gens. Oui. On sait que c'est pas vrai. Non, mais je suis tranchant, mais évidemment, faut pas généraliser, heureusement, que tout n'est pas mauvais dans le cinéma français, parce que sinon ce serait triste. Ouais. Non, c'est. Ouais, je sais pas, le drame, tu peux vraiment jouer avec les sentiments des gens. Ça monte, ça descend, tu peux faire plein de trucs avec, et je trouve ça très prenant. Dans un film, tu peux faire passer 15 émotions différentes. Tu sors de là, t'es lessivé, et c'est trop bien, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que finalement, une comédie, vu que son but premier, c'est pas de te faire pleurer, ou alors pleurer de rire, mais vu que c'est pas son but premier, ben, tu vas, entre guillemets, moins accepter le fait que peut-être il y a un moment hyper émotion et tu pleures, et genre, enfin, tu vois. Alors que le drame, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu peux autant avoir des moments où vraiment tu t'amuses et des moments où vraiment tu pleures. Et du coup, peut-être ça reproduit assez bien la palette des émotions globalement humaines. Et du coup, t'es plus proche de... Puis je trouve que tu peux aussi surprendre les gens. Enfin, ça reste une émotion, la surprise, mais tu peux surprendre les gens, tu vois. Tu peux te retourner de situation. T'es là, oh non, pas... Enfin, je sais pas, il y a trop de possibilités dans le drame et dans les thrillers. J'adore c'est vraiment ce que je préfère. Est-ce que tu aurais un film plaisir coupable? Oh oui, ça oui. C'est pas des drames du coup. Non, plaisir coupable, oui. S'il y en avait... Là, le premier qui me vient en tête, ce serait Fast and Furious. Parce que c'est trop bien. Oh oui, c'est vraiment coupable, mais je sais pas si c'est un plaisir. Oh mon Si, Dieu. ouais, j'adore. Oh non, l'enfer, il y en a 10 000. Ouais, et puis non, c'est ces films qui se... En fait, moi, enfin, faut vraiment pas le prendre au sérieux du coup, mais c'est ce genre de film vraiment débile. Enfin, le mec qui fait du surf sur une porte de Lamborghini, ça n'a aucun sens. C'est trop drôle. C'est le premier qui m'est venu. Mais c'est ce genre de film un peu... J'aime beaucoup les films d'aventure aussi, tu sais, dans la jungle. Genre, typiquement, le dernier Jumanji qui est sorti. Grave, moi aussi j'aime trop. Ah ouais. J'ai eu toute une période où je regardais plein de films avec Dwayne Johnson dedans. C'est vrai, Parce qu'il joue tout le temps un peu. Il joue tout le temps un peu dans ces trucs-là. J'adore. Mais tu vois, pareil, il y a Jungle Cruise là, qui était Ouais, sorti j'ai pas vu celui-là. Ah, moi je l'aime trop. Avec Je l'aime Emily trop Blunt. alors que c'est pas fou. Oui, Mais oui. juste, il y a la vibe de Dwayne Johnson. Il y a de l'aventure. C'est Ouais. fun, c'est rigolo. Ah ouais. Mais il y a quand même des petites énigmes. Il y a un Ça, peu de Les suspense. Indiana c'est genre, Jones, bas de gamme, je suis vraiment ouais. très friand. Oh, c'est trop bien. Est-ce que tu pourrais me parler d'un film qui te fait rire? Fast and Furious. Ah ouais. Là, non, le film qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus rire, mais ça c'est pareil, du coup le mood parfait pour voir ce film-là, c'était 22 Jump Street. Et je suis allé le voir dans une période de ma vie où ça allait pas, bon, rien de grave, mais ça allait pas, et j'étais avec mon meilleur pote, et dans sa vie ça allait pas non plus pour les mêmes raisons que moi. Oh, le peine de cœur nul. Oh. Et j'ai pleuré de rire. Tout est incroyable. Mais voilà, je pense que le mood, l'état dans lequel j'étais, avait besoin de ça. Et j'ai peut-être rigolé à outrance par rapport à ce que c'était, mais qu'est-ce que j'ai ri. C'était incroyable.
Parce qu'après, sinon, les classiques, tu vas me parler de OSS 117 ou Ouais. de Mission Cléopâtre, évidemment, des chefs-d'œuvre d'humour. Enfin, moi, ça me fait toujours autant rire. Et bah, à l'inverse, du coup, un film qui te fait pleurer? La ligne verte. Oui, un classique, Ouais. classique des larmes. Là, je l'ai vu 4-5 fois, je me suis dit, non, là, c'est là que tu pleures. D'habitude, tu ne pleureras pas. Ben, je pleure. Ah ouais. C'est vraiment le seul film qui. Je m'en remets pas à chaque Putain, fois. c'est marrant, moi, il me fait pas pleurer du tout, ce film. Ah, ouais, si. Si, formidable. Mais sinon, le seul film où j'ai pleuré au cinéma, c'était Les Petits Mouchoirs, le premier. Et, Ah ouais. parce que j'ai pas vu le second. Moi, j'ai pas fini le premier, donc... Bah, c'est à la fin que j'ai pleuré, c'est dommage. Bah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais... bon. Mais ouais, c'est le seul film qui m'a fait pleurer. Je saurais pas dire est-ce que c'était un mood ou quoi. Parce que le film est. J'ai bien aimé le film. J'aime bien les films de copains comme ça, moi. Où j'arrive un peu à me projeter, à me dire ouais, je ferais ça avec mes potes, c'est cool. Ouais. C'est le seul film qui m'a fait pleurer au cinéma. J'ai déjà eu la petite larme. J'ai eu la petite larme dans Fast and Furious. Ça aussi, j'admets. Ouais. Mais non, j'ai eu des petites larmes Est-ce que de. c'était une larme de souffrance Non. dans Fast and Furious? C'est à la fin, c'est parce que tu sais, Paul Walker, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Et donc, mon du coup, Dieu. ils ont fait une scène comme I ça. see you. Exactement. Et les voitures se séparent comme c'est trop beau. J'ai une petite larme, petite larme. Oh mon Dieu. Et toi, t'es là avant à nous parler que t'aimes les drames et tout. La fragilité du gars, mais. Les voitures, elles se séparent à la J'ai fin. pas pleuré, j'ai eu une petite larme. Oh. C'était bien mis en scène. Non, mais voilà, donc c'est les deux seuls films qui m'ont vraiment fait pleurer, c'est ces deux-là. Mm. Après, petite larme tranquille, mais. Mais ouais, après, sinon, non, tu vois, les films un peu classiques qui font pleurer les gens des fois, genre Titanic et tout, ça me fait pas pleurer du tout. Mais non, c'est pas nul. Mais ah non, mais toi, tu n'aimes pas Avatar et tu n'aimes pas Titanic. Genre, je pense qu'on est sur une théorie que tu n'aimes pas James Cameron. Non, j'ai rien contre lui, mais ces films sont nuls. Oh. Oui, parce que l'histoire, c'est que tu n'as pas aimé Avatar 2. Oui. Est-ce que tu avais aimé le 1? Non. Bon, bah alors, tu n'aimes pas James Cameron. Non, mais c'est le film que j'aime pas. J'ai rien contre lui, je le connais pas. Oui, c'est vrai. Mais Avatar, c'est quand même sacrément nul. On pourra en débattre pendant des heures, on va pas le faire, Oui. mais. Non, moi, il est pas nul, mais. Les gens vont te dire oui, mais il est très beau. Oui, mais c'est des d'accord. paillettes dans les yeux. 1,5 milliard, c'est le minimum. Ouais, j'avoue. Mais non, ouais, c'est pas bien. Bref, on pourra une autre fois. Est-ce que tu pourrais me parler d'un film qui t'a marqué particulièrement? Autre que ceux que tu m'as déjà dit. Ouais, il y en aurait deux pour deux raisons différentes. Un film qui m'a vraiment marqué de par son scénario, ce serait Buried avec Ryan Reynolds. Je sais plus qui est réalisateur parce que c'est 1h30 dans un cercueil. Le huis clos le plus clos du monde, quoi. Genre vraiment. Et le film est incroyable d'intelligence, de mise en scène, de ce que ça raconte et tout. Donc j'avais kiffé ce film. Faut pas être claustro, mais j'adorais ce film. Ouais. Et sinon, Ok. un film qui m'a vraiment marqué, mais différemment, qui a marqué l'enfant que j'étais, c'est Harry Potter. Yes. Le premier, parce que c'est le premier film que je me souviens être allé au cinéma, j'avais 8 ans. On mettait ce film-là et je suis rentré et j'avais des étoiles plein les yeux. Je suis revenu en disant, mais c'était fou, c'était incroyable. Enfin, je lui ai raconté tout le film, je passais pas 2 heures à lui raconter tout ce que j'avais vu, les baguettes magiques et tout. Enfin, et c'est, je pense, la première fois de ma vie où j'ai découvert un monde, enfin, j'ai compris ce que c'était les mondes imaginaires et qu'on pouvait créer ça, que tous nos rêves les plus fous pouvaient exister dans le cinéma, quoi. Mm. Et donc c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait le cinéma c'est incroyable. Et c'est vraiment, ça m'a marqué pour ça, quoi. Et c'est ça qui t'a donné envie d'en faire, tu penses, ou... Je pense pas, parce que pour moi dans le cinéma, comme beaucoup de gens, et peut-être beaucoup de gens qui écoutent ce podcast pensent pareil, c'était acteur, réalisateur, producteur, et voilà, quoi. Ouais, quand Parce tu qu'en connais fait, pas Il y a le métier. 50 métiers sur un plateau. D'où l'existence de ce podcast. Oui. Et donc du coup c'est hyper... j'ai découvert assez, enfin tardivement, vers 17 ans, ouais, je pense. C'est là que je me suis rendu compte que les plateaux de tournage, il y avait des gens qui sont pas connus, personne ne sait qui c'est, on sait pas ce qu'ils font, mais ils sont là et il y a besoin d'eux. C'est là que je me suis intéressé et que j'ai approfondi le sujet. Donc non, je pense pas qu'à 8 ans, je voulais toujours être vétérinaire. Harry Potter, donc très bon choix, j'approuve, car je précise pour les gens qui ne me connaissent peut-être pas, je suis très 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 fan d'Harry Potter. Très 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 fan. Hein? Les Gryffondor, c'est nul. Non, c'est le meilleur. Bon, peu importe, ce n'est pas le moment d'avoir ce débat. Un film doudou, donc c'est-à-dire un film que tu regardes pour te réconforter quand ça ne va pas. Ouais. Et si j'en ai, hein, mais est-ce que je peux en parler, je sais pas. Non, aussi, mon vrai film doudou, c'est High School Musical. J'adore. D'accord, J'adore. donc quand ça va pas, tu regardes High School Musical. Ouais. Mais C'est non, vraiment si, c'est sympa, un en film fait. doudou parce que... enfin, on dit tout le temps la même chose, mais parce que bon moment, quoi.
C'est sorti quand j'avais 14-15 ans. C'est un téléfilm en plus à la base. Sur M6, à Noël, genre vraiment le 24, je crois le 24 décembre, c'est sorti un truc comme ça. J'ai maté ça, ouais, le 24 après-midi à genre à 15h, juste avant d'attaquer le réveillon de Noël, quoi. C'est marrant parce que c'est pas vraiment un film de Noël en plus. Non, après Ou le début, c'est, début du 1, c'est le nouvel an, ouais. Toi, donc tu connais vraiment bien le film. Je l'ai vu quelques fois, ouais. Mais non, mais j'aime bien parce que oui, c'est Madeleine de Proust de quand j'étais ado, c'est des trucs musicaux, j'adore les comédies musicales. Oui, merci, car les gens n'aiment pas les comédies musicales, je ne sais pas pourquoi, ça me rend folle. J'adore. Mais voilà, et donc du coup, non, je sais pas, ouais, il n'y a pas à expliquer, c'est juste que c'est... Bah, we are in this together, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Après, en vrai, blague à part, je pense que le même film sort aujourd'hui. J'y vais, je kiffe, hein. Ouais. Donc voilà, c'est pas du grand cinéma, mais moi ça me fait plaisir. Mais le problème c'est qu'à cause de ce genre de film, après moi je rêve ma vie. Ah bah oui, mais c'est le problème du cinéma, hein, globalement. Tu sais, quand je prends l'avion ou le train, je me dis, j'espère que peut-être à côté de moi il y aura une personne avec qui je vais sympathiser. Peut-être la femme de ma vie, je sais pas. Oh. Ouais. C'est parce que t'es un grand romantique. Tu fabules trop après, ouais, peut-être. Un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Titanic. Quelle purge. Pourquoi tu le détestes? Je sais pas si je le déteste parce que je l'ai pas vu, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et quand je l'ai vu, j'étais gamin et que un film de 3 heures déjà quand t'es gamin, bon après j'adore le Seigneur des Anneaux, mais non, 3 heures c'est long, je perds vite patience. Et que ça m'intéressait pas, enfin, pour moi, ado, ça racontait rien, c'était pas intéressant. Le seul truc intéressant, c'est à la fin quand le bateau il coule. Et peut-être, il faudrait que je me chauffe, après le problème c'est qu'il dure 3 heures, j'ai la flemme. Mais il faudrait que je me chauffe à le revoir maintenant, que j'ai mûri, j'ai vécu des choses dans ma vie, j'aborde le cinéma différemment, peut-être qu'il me plairait plus le film, parce que j'aurais aussi un regard plus critique sur le jeu des comédiens, sur la mise en scène, sur plein de choses. Mais non, je sais pas, c'est long, c'est chiant, je sais pas. Ah ouais, Mais parce que c'est fou, moi je trouve qu'il y a tellement de thèmes qui sont abordés dans ce film, tu vois, au-delà de vraiment des aspects techniques, visuels et tout, il y a tellement de couches dans ce film, tu vois, t'as toute une sorte de critique de comment on divisait la société à ce moment-là. Ouais, mais c'est peut-être pour ça, je pense que je l'ai vu du coup trop jeune, ah ouais, et peut-être. que du coup je comprenais pas ça. Non, mais il faudrait que je me le remate pour me refaire un avis définitif. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, moi, tous les gens me disent c'est incroyable ce film. Non, putain, c'est chiant. Bah, je trouve qu'il y a des films mieux maintenant, tu vois. Tu peux plus considérer ça comme un des meilleurs films de tout, enfin, Non, un il des y a meilleurs films Avatar, de tous les temps. Je tiens à préciser que Maxime n'aime pas James Cameron. Je pense qu'on n'en avait pas assez parlé. C'est un mauvais bougre. Non, mais voilà. Non, faudrait que je le revoie. À l'inverse, le film que tu adores mais que tout le monde déteste. Le film qui m'a le plus marqué dans cette catégorie-là, ce serait Cloverfield. Ouais. C'est vrai que j'avais bien aimé aussi. Je l'avais vu au ciné. Et c'était le premier found footage que je voyais. Donc found footage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui est filmé à la caméra au point. C'est un peu, en fait, on retrouve une caméra et on regarde la cassette de ce qui s'est passé. C'est un peu comme Rec. Le projet Blair Witch aussi. Exactement. Et je suis sorti de là, bon, c'est sportif pour les yeux quand même. Ouais. Mais bon, il dure qu'1h13, en vrai, ça va. Et moi, j'avais kiffé. C'est vrai, il est cool ce film. Je pense que c'est aussi le fait que je découvrais ce genre, le found footage, ça m'avait un peu... parce que je m'attendais pas à ça. Parce que le film commence, c'est comme ça, je me dis, ouais, vivement que ça passe en vrai film, parce que là, c'est dur. Et puis, ça s'arrête plus, en fait. Ouais. Et moi, j'étais là, bah, c'est cool, j'ai bien aimé. Bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le... Et tout le monde était outré autour de moi, tout le monde trouvait ça à chier. Ah ouais, et je pense que les gens étaient dans le même mood que moi, genre s'attendaient pas à ça, ah oui. mais eux ils avaient pas aimé. Alors que moi je m'étais là, je m'attendais pas à ça, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et donc du coup, ouais, dans mon entourage proche en tout cas, Cloverfield vraiment non, pas du tout. Et alors que moi j'avais kiffé. Quel serait un film que tu considères être un très bon film de cinéma? Non, bah, ce serait, on en avait déjà parlé, mais ce serait 12 hommes en colère. Yes, très très bon film. Qui est un peu une dinguerie. Ouais, je l'avais vu au lycée ou au collège même, je crois. En cours d'histoire. Et incroyable ce film. Mais bon, je pense que déjà le scénario est béton. Et ça aide. Et la mise en scène, c'est un huis clos dans une salle avec 15 personnes ou 13, je sais plus. Bah 12, je suis trop con, c'est le titre du film. Avec Ah ouais. 12 personnes qui débattent sur... 12 hommes d'ailleurs, sur qui sont particulièrement en colère. En vrai, il y a des femmes, non? Aussi, il y a des femmes. Bah, je crois pas.
Je crois pas. Sinon, ça s'appellerait pas 12 hommes en colère. Après, il y a homme. Oui, mais du coup, 12 personnes, tu le rappelles le film, toi, tu vois. L'intrigue montre un jury populaire de 12 hommes qui doivent délibérer sur le sort d'un homme âgé de 18 ans accusé de parricide. En fonction de leur verdict, le jeune homme peut être condamné à mort ou acquitté sur la base d'un doute raisonnable. Après, moi, j'avais pas vu la version noir et blanc, la première version. J'ai vu une version couleur qui est sortie, bon, qui est vieille aussi, hein, mais qui est sortie plus tard. Ah, Et ok. peut-être que ça a été mis au goût du jour. Parce Ah, que dans ma peut-être. tête, il y a des femmes. Ah, parce que moi, je pensais à la version de base de Sidney Lumet, Lumet, je sais pas comment on dit, avec Henry Fonda. Non, moi j'avais vu une autre version. Ok. Je On peux parle me pas tromper, du mais même, je suis du sûr de voir. Mais après, ça reste. Enfin, c'est la même histoire, quoi. C'est un remake. Qui m'avait marqué aussi parce que. Parce que j'avais pas forcément envie de le voir. Quand on me l'a un peu imposé, je l'ai maté, je trouve ça chiant. Et plus ça allait, plus j'étais pris. Et à un moment, j'étais comme un ouf. Ouais. Enfin, genre vraiment, je décrochais plus, j'avais plus envie que ça se termine. Et voilà, ça reste un film. Pareil, j'aurais pu en citer plein parce qu'il existe plein de films incroyables. Mais pour changer un peu de genre, d'époque, ça me paraît être un bon exemple de film très réussi. Mais c'est marrant parce que ces trucs de... Enfin, moi, je sais que ça m'arrivait beaucoup de fois où je me mets à regarder un vieux film. Mais vraiment un vieux film, donc on parle du noir et blanc, on parle même de... Ouais, enfin, non, on parle quand même de sonore. Ça m'arrive rarement de regarder des films muets par plaisir. Mais tu regardes un film, tu sais que ça va être long. Tu sais que ça va probablement être chiant parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes que maintenant il y a dans les films et des trucs comme ça. Oui, puis ça raconte des trucs d'une autre époque aussi que t'as pas C'est ça, forcément donc connu. tu retrouves pas forcément finalement dans l'histoire. Et en fait, tu t'es complètement pris par le truc et ça devient un des films que tu vas adorer de ouf, alors que tu t'attendais pas du tout à bien aimer, quoi. Ouais. Et ça m'est quand même souvent arrivé avec des vieux films un peu comme ça, que j'ai découvert un peu par hasard, ou juste j'avais vu que c'était un film hyper connu, hyper culte et tout, et moi je me disais, oh, genre Les raisins de la colère, tu vois. Ouais. J'ai pas lu le bouquin, mais j'ai regardé le film vraiment en me disant, bon, je vais regarder le film. Et en fait, j'ai adoré, quoi. C'était trop, trop bien. Pareil avec Citizen Kane, pareil avec M le Maudit, enfin, tous des films où vraiment à chaque fois je me disais, oh là là, ça va être chiant, et pas du tout. Puis tu te fais peur aussi avec ce qu'on appelle un film culte. Enfin, t'as une espèce de pression sociale qui fait que si t'as pas vu tel film déjà. Voilà, et puis en plus, c'est bon, quoi. et puis sous prétexte que c'est un chef-d'œuvre, bah tu vois, Titanic. Ouais. Non, mais. James Cameron. Non, mais ouais, il y a ce truc de. Je sais pas. C'est. Voilà, je n'ai pas plus d'arguments sur ce que j'allais dire. Mais Oui, elle avait un moi, petit j'ai peu de du mal fatigue, à voir les vieux films aussi. Déjà parce qu'en plus, l'esthétique aussi. Un vieux film, tu sais, qui a mal vieilli, Enfin, aujourd'hui, on fait des films de fous. Et des très bonnes caméras, très bonnes images. Et du coup, moi, même un noir et blanc. En vrai, noir et blanc, même un film qui sort aujourd'hui en noir et blanc, j'ai du mal à me lancer. Une fois que le film est lancé, ça va. Je suis dedans. Mais tu vois, et c'est pour ça que Manque de Fincher dont on parlait, je ne l'ai pas regardé parce que c'était en noir et blanc. T'avais pas vu The Lighthouse? Si. T'avais pas aimé? Le noir et blanc était trop beau. Le noir et blanc est trop. Non, mais c'est juste qu'en fait, moi j'aime la couleur et ça me rappelle trop des vieux films et du coup, moi c'est un peu. Ouais. C'est psychologique parce qu'une fois que le film est lancé et que je suis dedans depuis 10 minutes, j'oublie la couleur et surtout ça marche dans une salle de cinéma parce que t'es dans le noir complet, il y a cet écran noir et blanc donc il n'y a rien d'autre. Si tu mets ça dans ton salon sur une télé, bah, tu vois les couleurs autour de toi et c'est noir et blanc dans la télé. Et il y a un truc qui me gêne, enfin je sais pas, ouais, j'arrive pas à me rentrer dedans. Perso, pourtant, moi je trouve que justement le noir et blanc ça a forcé un travail de la lumière hyper différent, tu vois. Oui, non, bien sûr, après et techniquement je c'est trouve quelque qu'il chose. y avait vraiment des trucs trop trop beaux. Non, mais je suis totalement d'accord, c'est pas que je trouve pas ça beau, c'est juste que vraiment il y a ce. Je sais pas. Non, oui, je comprends. Mais moi, tu vois, par exemple, j'adore le film noir, le genre du film noir. Je trouve ça trop bien parce qu'il y avait vraiment des trouvailles artistiques en termes de lumière, en termes d'image, en termes de construction, de composition et tout. En fait, je trouve que c'est un des genres les plus parlants quand tu veux faire passer des émotions dans ton film, tu veux faire comprendre des choses. Et ça va pas être que via le scénario, ça va être aussi par l'image. Ouais. Et comment est-ce que tu crées ça? Tu crées ça en composant ton image, en faisant une lumière un peu particulière et tout, en créant, voilà, le film noir, c'est des lumières très hachées, des trucs très durs, des gros contrastes et tout. Et je trouve que ça parle, tu dis beaucoup de choses en juste une image, alors que des fois, je ne savais pas forcément avancer le scénario, mais juste ça te donne une émotion hyper particulière et je sais pas, je trouve ça trop intéressant. Mais je crois que j'aime bien
J'aime bien le côté un peu artisanal, beaucoup plus artisanal en fait des films d'avant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les vieux films. C'est que ils étaient obligés de trouver des techniques, mais manuelles, tu vois. Genre ça pouvait pas être des effets spéciaux rajoutés après par ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un truc très artisanal que j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Ouais. Genre Hitchcock qui crée le fameux plan Vertigo pour le vertige. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton métier. Merci avec autant de passion, trop cool. Avec autant de joie. Enfin, ça fait vraiment plaisir d'entendre des gens parler de ce qui leur fait plaisir de faire et de leur passion. Et je trouve que c'est vraiment cool. J'espère que ça va plaire à des gens. Ça va les motiver à faire ce métier-là ou un autre. Mais non, mais je pense qu'en plus, vraiment, le machiniste, c'est un des métiers dont on n'entend vraiment jamais parler. Tu auras toujours besoin d'un machinot, je pense. Toujours besoin d'un petit machinot dans la poche. Bah oui. Donc, merci beaucoup et j'espère, oui, que tu auras suscité la curiosité chez des personnes qui ne connaissent pas ce métier. Est-ce que tu aurais une recommandation de film, de série, de livre, d'expo, de peu importe, un truc culturel à partager aux gens? Voilà. Bon, alors Maxime n'a rien à nous En proposer. jeu vidéo aussi. Si, voilà, en série. carrément. Non, si, en série, il faut voir The Last of Us. Ah, yes. Parce que j'ai dit jeu vidéo, ça m'a fait tilt. Bah oui. Après, si vous avez joué au jeu The Last of Us, qui est un pur chef-d'œuvre, vous allez, je pense, aimer la série, qui est très fidèle. Alors, pas à 100%, c'est jamais très fidèle. Non, mais attends, si j'ai vu des comparaisons de plans du jeu et de oui, plans mais c'est qu'il y a suffi qu'ils changent un petit truc et tout le monde est là, oh, c'était pas ça dans le jeu. Oui, ils font chier les gens. Mais non, The Last of Us, vraiment, c'est une petite pépite de série que je vous conseille. Et si vous n'avez pas joué au jeu, c'est des exclus PlayStation qui sont maintenant disponibles sur ordinateur. Moi, j'ai une petite recommandation à faire. Vas-y. C'est une chaîne YouTube. Elle s'appelle Studio Binder. Et en fait, c'est une chaîne américaine, je pense. Et ils font des vidéos un peu d'éducation sur le cinéma, mais ils vont t'expliquer comment faire un film, mais ça va être vraiment bien fait. Ils ont tout de suite une série qui s'appelle The Shortlist et qui va vraiment te parler de... factuellement, en fait, techniquement parlant, comment on crée une image, tu vois, comment est-ce qu'on crée un plan. Et après, ils ont plein d'autres vidéos sur le style d'un réalisateur, sur qu'est-ce qu'un protagoniste, comment est-ce qu'on crée du suspense, des trucs hyper précis. C'est pas très long, leurs vidéos. Et ils ont aussi même des petits PDF que tu peux télécharger avec un récapitulatif. Trop chouette. Je suis tombée sur ça récemment et j'ai bouffé toutes leurs vidéos parce que y a des... tu sais, quand tu veux faire des films ou quand tu veux un peu c'est hyper compliqué en fait de trouver un peu un endroit où tu as les informations sur tel plan s'appelle comme ça, il peut être obtenu en faisant ça ou en faisant ça ou en faisant ça. Bref, je trouve que c'est très chouette et je trouve que c'est une chaîne YouTube qui est vraiment pas mal et il y a 1 million d'abonnés, donc c'est pas non plus un truc... Ouais, super. Mais c'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment cool. Trop bien. Et donc pour terminer, est-ce que tu as un réseau social sur lequel on peut te retrouver, que tu auras envie de partager? Principalement Instagram, Maxime Allard, tout attaché, avec un seul L. Donc Maxime, A-L-A-R-D. Oui. Et voilà, puis si vous voulez voir ma filmographie, c'est sur IMDb. Comme on le disait tout à l'heure. Ouais. Et voilà, c'est tout. Chef est à l'honneur. Super. Et donc voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois sur le podcast. Avec plaisir. On sait jamais. On se tient au jeu. C'est la fin de ce premier épisode de la feuille de service. J'espère qu'il vous a plu, que vous en savez un peu plus sur le métier de machiniste au cinéma et que nos conversations du portrait filmois vous auront intéressé. Je vous avoue que j'ai dû couper une bonne moitié de tout ce qu'on avait enregistré avec Maxime pour pouvoir faire un épisode pas trop à rallonge. Cela dit, c'était quand même des conversations que moi j'ai trouvées super intéressantes. Et si ça vous dit, je peux peut-être faire des extraits que j'ai coupés, un petit épisode bonus, genre hors série. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être sympa. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur l'Instagram du podcast @fds.podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'était déjà bien fourni. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne exerçant un tout autre métier du cinéma et de l'audiovisuel. J'ai nommé une costumière. À bientôt!